La réunion est maintenant enregistrée. Meeting recording has started. C'est bon, je peux retourner à... Analyse des dynamiques de participation et de mobilisation citoyenne en contexte de privatisation du service public d'eau potable dans les milieux ruraux sénégalais. Il est long. Bon, à vous donc pour 20 minutes. Ouais, merci beaucoup. Merci, Madame Ali Agana. Et merci aussi à Daniela pour cette belle présentation. C'est vrai qu'on a eu à en discuter hier soir, mais pas très en profondeur. Donc, j'ai eu l'occasion d'en découvrir davantage par rapport à ce mouvement paysan en Chili. Mon sujet n'est pas très loin de ce que Daniela a présenté, vu que aussi c'est des questions, c'est un peu au confluent entre résistance, participation citoyenne, action publique, résilience, mais plus dans le cadre de la gouvernance des services publics d'eau potable en milieu rural sénégalais. Donc, le titre de la contribution s'intitule donc ainsi S'opposer, s'imposer ou contribuer à une action publique. Analyse des dynamiques de mobilisation citoyenne en contexte de privatisation du service public d'eau potable dans les milieux ruraux sénégalais. Donc, je vais revenir là-dessus sur le contexte. Mais comme j'ai coutume de le faire quand je fais des présentations dans ce type de rencontre-là, je rappelle un peu l'histoire de cette thèse-là. Qu'est-ce qui a amené ce sujet? Qu'est-ce qui m'a motivé à travailler sur ce sujet-là? En fait, en 2019, j'avais travaillé dans le cadre d'une recherche et action. Donc, c'était avec une ONG de développement international, c'est le GRET, qui est une ONG internationale de développement, donc qui avait, en collaboration avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, initié une étude sur les questions de gouvernance du service public d'eau potable dans la région de Saint-Louis, mais précisément dans les milieux ruraux. Et en tant qu'assistant de recherche, à l'époque, j'ai participé à cette étude-là. On a mené des enquêtes dans 69 villages du nord du Sénégal, donc c'est un peu dans la région de Saint-Louis, située tout au nord du Sénégal. Et lors de cette étude-là, on a beaucoup parlé de cette réforme de l'hydraulique rurale. Malheureusement, la question principale pour moi qui n'est pas apparue dans cette étude-là, c'est celle de la mobilisation citoyenne, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Ce qu'on a plus mis en avant dans le cadre de cette recherche-action-là, c'est la participation citoyenne. Participation citoyenne et mobilisation citoyenne sont des concepts qui sont quand même différents. Donc moi, partant de cela, je me suis dit que il y a une insuffisance, entre guillemets, scientifique sur le plan-là, ce vide-là qu'il fallait combler. Donc, en entamant cette thèse-là sur justement la gouvernance des services publics d'eau potable, mais plus axée sur les dynamiques de mobilisation citoyenne. Bien vrai que dans le cadre de... Là, c'est la contribution à faire, où je parle plus de mobilisation citoyenne, mais dans le cadre de la thèse, j'évoque un peu aussi les questions de participation citoyenne, parce que parfois, les mobilisations citoyennes aboutissent à de la participation citoyenne. Donc voilà un peu pour cette cette historique un peu de la thèse. Donc sur le plan de présentation, je vais revenir un peu sur le contexte des réformes de l'hydraulique rurale au niveau du Sénégal, donc avec ces différentes phases pour un peu en venir à la nouvelle réforme qui est en cours et qui a provoqué beaucoup de crispation et de mobilisation citoyenne dans certaines localités, on va le voir, du Sénégal. Donc ce sera d'abord le contexte, ensuite on évoquera les origines des mobilisations citoyennes avant de parler de la transformation ou de la réinvention plutôt d'une action publique. Donc ici, l'action publique, c'est la nouvelle réforme de l'hydraulique rurale que je vous expliquerai. Donc on essaiera de voir ensemble quelles ont été les dynamiques de transformation ou de réinvention via les mobilisations citoyennes de cette action publique-là, qui est la réforme de l'hydraulique rurale, et on terminera par une conclusion. Donc, sur le contexte par rapport à l'évolution du modèle de gestion des services d'eau au Sénégal, donc quand je parle de gestion des services d'eau au Sénégal, c'est plus le milieu rural en fait, parce que là, dans le cadre de cette thèse, je ne m'intéresse pas au milieu urbain, donc parce que c'est deux modèles de gestion qui sont assez différents, donc c'est des périmètres de gestion qui sont différents. Au Sénégal, on a
on a effectué une distinction entre le rural et l'urbain dans le cadre de la gestion des services publics d'eau potable. Ce n'est pas les mêmes systèmes de gouvernance et de gestion. Donc moi, je me suis plus intéressé au milieu urbain qui est d'ailleurs concerné par cette nouvelle réforme de l'hydraulique rurale là. Donc, on est passé dans le cadre de cette gestion du service public d'eau potable en milieu rural sénégalais de ce qu'on appelle le tout-État, donc c'est-à-dire d'une période où c'est l'État qui gérait tout jusqu'à la privatisation avec la nouvelle réforme. Donc, la première étape de cette évolution historique-là, c'était l'ère du tout-État, c'est 1904-1984. Donc 1904, le Sénégal n'était pas encore indépendant, on était encore une colonie française. Donc lorsque les Français étaient présents au Sénégal, c'était le tout-État. Donc c'était le pouvoir colonial qui gérait un peu les services d'eau en milieu rural. Et par la suite, après l'indépendance du Sénégal en 1960, le nouvel État indépendant a poursuivi un peu ce même modèle de gestion-là du tout-État jusqu'en 1984. Et c'est à partir de 1984 qu'on a commencé à avoir ce qu'on appelait la gestion partagée avec les usagers les usagers citoyens qui ont commencé à être impliqués dans le cadre de la gestion des services d'eau. Et cette implication des usagers sera renforcée à partir de la réforme de 1999. C'est la REGEFOR, donc réforme sur la gestion des forages motorisés, donc qui a eu lieu entre 1999 et 2015. Et enfin, la nouvelle réforme a été entamée à partir de 2015. Voilà. Donc, pour en revenir à l'ère du tout-État, comment se passait la gestion du service d'eau concrètement dans les milieux ruraux sénégalais? Donc, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est l'État qui gérait tout le service en fait. Autant sur les postes liés à l'investissement, à l'exploitation, à la maintenance et au renouvellement plutôt des infrastructures d'eau. Donc, les usagers n'avaient pas de rôle à jouer fondamentalement. Et il faut rappeler que l'eau était gratuite en milieu rural sénégalais. Donc, l'eau était à l'époque une ressource gratuite qui était entièrement gérée par les services publics, donc par l'État. Donc, autant sur ces différents postes-là, que ce soit l'investissement, l'exploitation, la maintenance et le renouvellement. Mais cela va quand même évoluer avec l'ère de la gestion partagée à partir de 1984. On voit que l'État va continuer dans le cadre de la gestion partagée à faire de l'investissement parce que c'est assez lourd de l'investissement, on ne peut pas attendre ça des usagers. L'exploitation sera confiée à partir de 1984 aux usagers. Donc c'est là que les usagers vont commencer à intégrer le système de gestion des services publics d'eau en milieu rural sénégalais, mais la maintenance et le renouvellement vont rester le propre de l'État parce que c'est des charges qui sont assez lourdes et que les usagers ne pouvaient pas prendre ça en charge. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'eau est devenue une denrée, que les usagers ont commencé à payer l'eau, pas au volume mais au forfait. Donc c'est à partir de la réforme suivante que l'eau sera payé au volume. Donc, c'est la REGEFOR, cette étape-là. Donc, c'est la réforme sur la gestion des forages motorisés, donc qui a eu lieu à partir de 1999. Donc, pour rappeler un peu ce contexte-là, vers la fin des années 70, début des années 80, il y a eu un certain nombre de crises auxquelles les États africains, de façon globale, notamment les États d'Afrique subsaharienne, étaient confrontés, la sécheresse, la détérioration des termes de l'échange. Et donc, il fallait, sous la houlette, entre guillemets, des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, procéder à des programmes d'ajustement structurel, donc réduire drastiquement le train de vie de l'État. Donc, quand on dit réduire le train de vie de l'État, c'est aussi revoir un peu la gestion de certains services publics. Donc, l'État, à partir de ce moment-là, ou les bailleurs, ou sur injonction des bailleurs, donc l'État s'est dit que maintenant, on ne va plus gérer entièrement les services d'eau. On va faire en sorte que les usagers soient de plus en plus impliqués dans la gestion des services d'eau en milieu rural. Donc, c'est ça qui a amené cette REGEFOR-là, cette réforme sur la gestion des forages motorisés. Il faut dire qu'au même moment également, en 1990, il y a eu la réforme dans le domaine de l'hydraulique urbaine. Donc, il y a eu une réforme en 1980
90 plutôt. Et c'est par la suite, à la suite de cette réforme-là de 90 qu'il y a eu dans le milieu rural une nouvelle réforme avec les usagers donc, qui sont maintenant présents, comme vous le voyez, sur l'ensemble des maillons de ce secteur-là ou de ce sous-secteur de l'hydraulique rurale. Donc l'investissement, l'exploitation, la maintenance, le renouvellement. Donc l'État était également présent dans l'investissement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la plupart des investissements liés à la gestion des services d'eau, ça vient de l'extérieur en fait. C'est environ 55 à 60% des investissements qui sont fournis par les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Donc l'État continue encore d'investir dans les services publics d'eau potable en milieu rural, mais avec un rôle beaucoup plus prépondérant pour les usagers. Donc, à partir de 2015, maintenant, pour ce qui m'intéresse dans le cadre de cette thèse-là, il y a eu une nouvelle réforme de l'hydraulique rurale. Donc, cette nouvelle réforme à travers cette nouvelle réforme, la carte du Sénégal a été, là c'est le Sénégal, donc situé complètement en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une carte qui représente un peu ce qu'on appelle les périmètres de délégation. Donc, les différentes régions où le Sénégal a été divisé en plusieurs zones de délégation, par exemple. Ce qui m'intéresse, les terrains qui m'intéressent ici dans le cadre de cette thèse-là, c'est plus Saint-Louis, donc un peu au nord, comme vous le voyez, et encadré en jaune. Et ensuite, Thiès-Diourbel et un peu Fatick. Thiès-Diourbel, c'est un tout petit peu au centre-ouest. Donc, ce sont ces terrains-là qui m'intéressent, en tout cas les milieux ruraux de ces terrains-là. Donc, ce qui se passe concrètement dans le cadre de cette nouvelle réforme, l'État va retirer la gestion de l'eau des mains de ce qu'on appelle les associations d'usagers de forage. Donc, les associations d'usagers de forage, c'était en milieu rural, c'était les populations qui s'organisaient et qui se constituaient en association pour gérer le service public d'eau potable. Mais cette nouvelle réforme va apporter cette cassure-là en disant que maintenant, ça suffit, les usagers ne vont plus gérer le service d'eau à travers les ASUFOR, donc les associations d'usagers de forage. Maintenant, c'est les privés qui vont gérer. Donc, on va déléguer, on va diviser le pays en différents lots de délégation. Comme vous voyez, les couleurs, ça représente un peu les lots, c'est 8 lots de délégation. Donc, il y a 6 lots qui ont déjà été délégués. Il y a 2 qui restent à être délégués parce qu'il y a encore de fortes résistances des populations, donc qui refusent entre guillemets, de déléguer leur forage. Donc, c'est l'expression qu'ils utilisent souvent, qui revient sans cesse dans les entretiens que j'ai eu à réaliser avec les acteurs, parce qu'il y a une forte conception socio-symbolique au niveau de ces localités-là, parce que les usagers de ces milieux ruraux-là considèrent que le forage de leur localité n'appartient pas à l'État, en fait. C'est un forage qui leur appartient, vu que c'est implanté au sein de leur localité et c'était géré par les populations elles-mêmes. Donc, cette réforme-là est venue en déphasage, entre guillemets, avec ce qui existe déjà en termes de représentation socio-symbolique liée au service d'eau, au-delà même du service d'eau, lié à l'eau, en fait. Parce que dans les représentations, dans l'imaginaire populaire, on se dit que l'eau appartient à Dieu, en fait, parce qu'on est une société très religieuse, donc on considère des ressources comme la terre, comme l'eau, par exemple, comme des ressources qui appartiennent à la divinité. D'ailleurs, dans les entretiens, ça revient sans cesse que l'eau est un don de Dieu. Donc, ça nous appartient. Ce n'est pas une ressource qui appartient à l'État. Donc, du coup, c'est à nous, population, de gérer l'eau. Et l'État est venu, à partir de 2015, dire que ça ne peut plus continuer ainsi parce qu'il y a eu, comme soubassement à cette réforme-là, une étude commanditée par la Banque mondiale, donc qui a été menée par un certain Omar Diallo, qui est consultant, donc qui a vraiment peint un tableau très noir de la gestion des ASUFOR, donc de ces associations d'usagers de forage. Il a fait, à mon avis, une généralisation abusive dans le cadre de cette recherche-là, parce que moi aussi, j'ai fait le terrain. Dans cette étude-là, dans ce rapport d'expertise-là produit
sur commande de la Banque mondiale qui voulait qu'on aille dans cette réforme-là, en fait, qui a incité, comme ce fut le cas avec les programmes d'ajustement structurel, donc qui a incité l'État du Sénégal à aller vers cette réforme-là. Mais pour aller vers cette réforme-là, il faut une base. Donc, ils sont passés par cette étude-là, rapport d'expertise produit disant que la gestion des efforts était catastrophique, il n'y avait pas de démocratie au sein de ces efforts-là, il n'y a pas de renouvellement des instances, on voit des présidents qui sont restés 10-15 ans à la tête de ces efforts, il n'y a pas de reddition des comptes, etc. Il y a même des détournements de fonds, sans nuancer les résultats de cette étude-là, parce qu'il y a quand même aussi de ce qui ressort de cette étude-là dont je vous ai parlé et à laquelle j'ai participé. Donc, il y a beaucoup d'ASUFOR qui parvenaient quand même à bien gérer les services d'eau et qui s'en sortaient. Donc, les services étaient très rentables et les usagers avaient de l'eau en quantité, en qualité suffisante également. Il n'y avait pas beaucoup d'arrêts de distribution, contrairement à la situation actuelle avec le privé où il y a beaucoup d'arrêts de distribution et le coût de l'eau a été également jugé très élevé par rapport à l'ancien système de gestion dont par les usagers. Donc, sur le schéma de gestion, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, du service d'eau en milieu rural sénégalais, c'est ce nouveau schéma-là, avec les usagers qui sont un peu au bas de l'échelle, qui n'ont pas de rôle à jouer. Donc, il n'y a pas d'association d'usagers ou d'association de consommateurs. Ce n'est pas prévu dans cette nouvelle réforme-là. Donc, c'est le ministère de l'Hydraulique et de l'assainissement qui a la tutelle de ce secteur-là. De l'autre côté, pour les questions d'investissement, la tutelle financière, elle est gérée évidemment par le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Donc, le ministère de l'Hydraulique s'appuie sur ce qu'on appelle l'OFOR, donc l'Office des forages ruraux, qui a été mis en place pour accompagner cette réforme à partir de 2015. Donc, l'Office des forages ruraux a la gestion du patrimoine de l'hydraulique rural. Donc, c'est eux qui gèrent un peu le patrimoine de l'hydraulique rural. C'est eux qui délèguent également la gestion du service d'eau à travers les DSP, donc les délégations des services publics, à des opérateurs privés. Donc là, c'est les contrats qui sont ensuite signés entre l'OFOR et l'opérateur privé. Donc, c'est des contrats de DSP et aussi des contrats de performance. Mais dans les faits, ces contrats de performance-là n'existent pas en réalité, vu qu'il n'y a pas, d'après les données de mes travaux, il n'y a pas de suivi de la qualité du service, de la gestion de l'opérateur privé. D'ailleurs, un rapport réalisé par la Cour des comptes du Sénégal a montré que la gestion de l'eau, elle n'est pas bonne déjà au Sénégal, mais aussi sur le recouvrement, c'est-à-dire la redevance que les opérateurs privés devaient payer à l'OFOR, donc à l'État. Le taux de recouvrement n'est qu'à 50%. Donc, il y a 50% des montants qui n'ont pas été recouvrés par l'État. Donc, c'est 50% d'argent perdu, alors qu'on sait que le service d'eau en milieu rural, c'est une bonne manne financière, ça apporte beaucoup d'argent à ces opérateurs privés-là. Donc, à côté de cette gestion-là, privatisée ou privée, il y a ce qu'on appelle la gestion transitoire. On met en œuvre la gestion transitoire dans les territoires où il y a souvent une résistance des populations, donc où il y a des mobilisations citoyennes. Donc, on met en place une gestion transitoire là, en attendant d'apaiser un peu la situation, donc de gérer cette situation de conflit, de tension qui existe dans certains milieux ruraux. Donc, cette gestion transitoire est gérée est assurée par ce qu'on appelle un comité tripartite, donc composé d'autorités administratives locales, mais aussi des membres d'ASUFOR, donc association d'usagers de forage, qui vont ensuite, ce comité tripartite qui va ensuite signer un contrat de gestion avec un gérant. Donc là, c'est l'autre versant. Mais pour ce qui concerne la réforme, c'est vraiment à un opérateur privé que le service d'eau est délégué en milieu rural sénégalais. Maintenant, ce qui a provoqué les résistances des populations, les refus de la réforme, c'est lié à un certain nombre d'éléments périphériques, comme je l'ai souligné tout à l'heure, notamment la qualité du service, ce qui
ce qui ressort du discours des acteurs de terrain, des usagers notamment, et d'anciens membres d'associations d'usagers de forage, c'est que la qualité du service actuel donc, par l'opérateur privé donc, n'est pas une bonne qualité si on compare ça à la qualité du service par rapport aux AGFOR, donc aux associations d'usagers de forage. Donc ça revient dans le discours des acteurs. J'ai également confronté dans le cadre de cette recherche-là ce discours des acteurs avec un rapport d'évaluation de cette nouvelle réforme-là. Et effectivement, ça corrobore donc, sur la qualité de service. Donc, la qualité, elle est moindre par rapport à la gestion des associations d'usagers de forage, alors que là, on a des opérateurs privés qui sont là. Donc, dans les objectifs de la réforme, c'était qu'il fallait aller vers une gestion professionnelle, une bonne qualité de service avec l'opérateur privé, les opérateurs privés plutôt, mais dans les faits, jusqu'à présent, ça n'existe pas, cette qualité de service-là. Quand on fait une comparaison entre ces deux modèles de gestion, on se voit que la qualité de service était bien meilleure avec les associations d'usagers de forage qu'avec les opérateurs privés, en tout cas dans les régions de Thiès, Diourbel notamment, où il y a beaucoup plus de mobilisation citoyenne. L'autre élément important également, c'est l'ancrage social du service d'eau. Je l'ai un peu évoqué, donc ce que les villageois, entre guillemets, considèrent, c'est que le service d'eau leur appartient. D'autant plus que dans certains villages, c'est des infrastructures qui ont été construites, réalisées par des membres de la diaspora. Donc, alors que dans la loi sénégalaise, tout ce qui est infrastructure liée à l'eau, ça appartient au domaine de l'État. Ça appartient automatiquement à l'État. L'État s'en fout que ça soit construit par des membres de la diaspora ou pas. Dès que c'est construit sur un territoire, ça entre directement dans le patrimoine de l'État. Donc, les villageois, ou dans les villages plutôt où il y a ces infrastructures construites par des membres de la diaspora, les villageois ont tout simplement refusé de déléguer le service parce que c'est eux qui se sont mobilisés avec la diaspora pour pouvoir construire un forage et un château d'eau pour pouvoir réaliser des réseaux d'adduction d'eau potable. Donc, du coup, ils n'ont pas accepté le fait de vouloir déléguer à un opérateur jugé étranger à la localité, parce qu'avant, ceux qui géraient le service d'eau, c'était des gens de la localité, en fait. Donc, il y avait une certaine affinité, un certain lien social bien renforcé avec les populations. Ce que je n'ai pas souligné, c'est qu'avant, avec les associations d'usagers de forage, les AGFOR contribuaient beaucoup en fait financièrement à certaines activités, à certaines cérémonies qui ont lieu dans la localité, donc contribution financière. Si la facture d'eau est également trop élevée pour un ménage, il y a des médiations qui se font. Donc, on payait, ces ménages-là pouvaient payer par moratoire, donc en plusieurs tranches, vu que les conditions de vie en milieu rural sont extrêmement pénibles. Donc, l'AGFOR parvenait à faire de la médiation pour le paiement de ces factures, mais avec l'opérateur privé actuel, l'opérateur privé ne va pas accepter le paiement par tranche. Donc, c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de distribution dans la zone de Thiès-Diourbel. L'opérateur vient, il y a des arriérés de paiement, vous ne payez pas, vous êtes automatiquement coupé. Parce qu'il y a dans des localités également des villageois qui se sont dit qu'ils ne vont pas payer l'eau. Ce n'est pas que c'est cher en fait, mais qu'ils refusent en fait cette délégation. Donc du coup, ce qu'ils vont adopter comme stratégie, c'est de ne pas payer l'eau. Donc si vous ne payez pas, l'opérateur privé là est là pour faire de l'argent. Donc vous ne payez pas. Automatiquement, c'est l'arrêt de distribution. Donc il y a eu beaucoup d'arrêts de distribution dans les localités. Et c'est ça qui a amené le chef de l'État, le président de la République, lors d'un conseil des ministres datant du 2 octobre 2019, a demandé l'arrêt de cette réforme-là, donc arrêter le processus de réforme, vu qu'il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de résistance des populations. Donc, c'était des manifestations à n'en plus finir, on brûle des pneus et tout. Donc, ça sur le plan politique, ça n'était pas très favorable aussi au président de la République. Donc, il fallait mettre en stand-by ce processus de réforme-là, arrêter toutes les délégations de services publics et produire un rapport pour pouvoir avancer dans le cadre de cette nouvelle réforme-là. Et ce rapport a été produit en 2020-2021. Donc, c'est à la suite de ce rapport-là que l'État sénégalais a décidé de mettre en place ce qu'on appelle les CLSDSP, donc les comités locaux de suivi des délégations de services publics, qui devaient permettre enfin d'intégrer les usagers. Parce que dans le modèle de gestion avec cette nouvelle réforme, les usagers n'ont pas de place en fait. Donc,
Ces comités locaux de suivi des délégations de services publics devaient permettre d'impliquer les usagers, mais jusqu'à présent, le premier comité qui devait être mis en place au niveau de la région de Saint-Louis n'a pas été mis en place parce qu'il y avait des discussions entre une agence régionale de développement qui est un bras technique de l'État au niveau de la région de Saint-Louis et l'Office des forages ruraux, le directeur plutôt de l'Office des forages ruraux. Mais quand le directeur a été dégommé, parce qu'on change tout le temps de directeur, donc quand le directeur a été dégommé, il y a eu un nouveau directeur. Le nouveau directeur a dit non, 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 on ne peut pas aller vers ça. On suspend toutes les discussions pour la mise en place de ce comité. C'est récemment, je pense la semaine dernière, que le nouveau directeur a dit, bon, on va commencer les dialogues pour voir comment intégrer les usagers, mais il y a toujours cette résistance-là de la part de l'OFOR, donc de l'État, mais aussi de la part des usagers qui refusent complètement cette nouvelle réforme-là. Donc, pour aller rapidement, oui, rapidement, je termine. Donc, il y avait également la question du déficit d'information et de communication. 76% des usagers, d'après l'étude que nous avons réalisée, n'ont pas été informés de la réforme. Ils se sont réveillés un bon jour. Un nouvel opérateur est venu au niveau de leur territoire pour gérer les services d'eau. Donc, il n'y a pas eu de communication, ni d'information, ni de sensibilisation des usagers sur la nouvelle réforme. La question de la tarification de l'eau, j'en ai également parlé, et l'absence de dialogue. Je termine rapidement. Là, c'est un peu le mouvement Aquatech Dégage, donc qui s'était mobilisé au niveau de la zone de Mboro. Mboro, c'est un peu au nord du Sénégal, dans ce qu'on appelle la zone des Niayes, donc située sur la frange littorale au Sénégal, donc qui s'était mobilisé. Donc, mouvement Aquatech Dégage. Aquatech, c'est l'opérateur privé qui gère les services d'eau au niveau de cette localité. Je pense qu'il y a des capitaux sénégalais et canadiens également dans cette entreprise privée-là. Donc, eux, ils ont réussi à récupérer entre 75 et 80% des forages qui étaient gérés par cet opérateur privé-là. Ils se sont vraiment battus et ont récupéré la gestion de ce forage-là, de plusieurs forages au niveau de Mboro. Il y avait des arriérés de paiement de factures d'eau qui devaient être payés par l'opérateur privé à la Sénélec, donc à la Société nationale d'électricité. C'était 52 millions, quelque chose comme 70 000 euros. Donc, le mouvement Mboro Dégage a récupéré le forage et a su rentabiliser le service d'eau jusqu'à payer ces arriérés de factures-là. Donc là, c'est une affiche pour une réunion qui a été organisée par ce mouvement-là, qui est très, très influent dans la zone des Niayes. Donc, voilà. Et là, c'est je termine une minute, s'il vous plaît. Donc là, c'est ça, c'est un peu de l'analyse média que je fais dans le cadre de cette thèse. Ouais. Donc, c'est un peu quelques titres de la presse sur ça. Donc, factures excessives, compteurs vétustes, manque d'eau, les habitants de Fissel refusent de payer leurs factures. Hydraulique rurale, la société Aquatech chassée de Mboro. Donc, vous voyez les termes qui sont utilisés. Donc, pénurie d'eau chronique, notre Djabas a soif. Donc, dans le cadre de cette thèse aussi, il y a cette partie-là d'analyse média. Donc, pour conclure, l'action publique de la réforme de l'hydraulique rurale, elle est toujours en cours, elle est toujours en construction ou reconstruction. Donc, c'est un processus qui n'est pas encore achevé. Et les dynamiques de mobilisation citoyenne se poursuivent notamment dans la zone de Thiès-Diourbel, malgré les efforts de l'État pour un peu apaiser ce sous-secteur de l'hydraulique urbaine. Les anciens ASUFOR, ASUREP, donc les associations d'usagers de forage qui gèrent les services d'eau, sont toujours éjectés. Ils ne sont pas impliqués dans le nouveau schéma de gestion du service d'eau. Et les opérateurs privés peinent toujours à fournir une eau de bonne qualité de service et ont des difficultés à incorporer les périmètres qui leur ont été dédiés, donc qui leur ont été plutôt délégués. Donc, compte tenu de la résistance de ces populations-là, certains opérateurs ont peur de se déployer dans certaines localités. Donc, ça, c'est pour eux un manque à gagner. Et il y a des pistes de recherche encore à explorer, notamment dans le cadre de cette thèse-là, donc un peu lié au socio-symbolisme autour de l'eau, autour de la ressource eau de façon globale, comment les populations, les sociétés voient l'eau, quelle représentation sociale autour de l'eau. Ça pourrait permettre un peu d'expliquer cette résistance-là, ces oppositions par rapport à la réforme d'un service public. Voilà, désolé.
J'ai pris beaucoup de temps. Je suis vraiment désolé. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup, Madame Sam, pour cette présentation très intéressante qui a bien mis en lumière enfin, les transformations des modèles de gestion de l'eau potable. Alors, j'ai pas très bien compris finalement ce que vous avez dit sur. Enfin, vous avez parlé d'une étude qui a porté en fait sur des zones urbaines, mais rurales. Oui, C'est rural, hein. d'accord. Euh, euh, alors, à une certaine étape de la transformation de cette gestion, celle qui était assurée par la régie GEFOR, Régefort, ouais. les usagers continuaient d'être enfin, impliqués, mais c'est-à-dire, j'ai du mal à imaginer comment c'était organisé. Est-ce que l'organisation collective, c'était une gestion collective d'un forage ou de plusieurs forages ou enfin, la distribution de l'eau à l'échelle d'un village ou... Ouais, en fait, il y a ce qu'on appelle les AEP, donc les adductions d'eau potable. Donc, dans un village, pour gérer un forage, on met en place une ASUFOR ou une ASURAP. Donc, une ASUFOR, c'est ASUFOR, ASUFOR. Donc, ASUFOR, Association d'usagers de forage. En fait, il y a deux systèmes. Il y a les forages, il y a ce qu'on appelle les UPT, donc les unités de potabilisation et de traitement. Les forages, c'est tiré de la nappe, en fait. Pour les UPT, donc les unités de potabilisation, c'est tiré des eaux de surface. Donc, pour les localités qui sont assez proches de bras de mer ou de fleuves, donc l'eau est directement prélevée des eaux de surface, ensuite traitée. Donc là, c'est des UPT. Et dans d'autres localités, il y a ce qu'on appelle les ASUFOR. Donc, pour gérer un forage ou une unité de traitement et de potabilisation de l'eau, il fallait mettre en place des associations d'usagers de forage, donc qui étaient constituées par les populations de la localité. Et dans la mise en place de ces ASUFOR-là ou ASUREP, il fallait faire en sorte que entre les différentes zones d'une localité, que chaque zone plutôt soit représentée sur le plan de la gouvernance de cette association-là pour éviter qu'il y ait des crispations entre les différentes zones. Donc, pour la gestion, pour chaque forage, il y avait une ASUFOR, ASUREP en fait. Et les forages permettaient, par exemple, de polariser plusieurs localités, hein. Et est-ce que enfin, dans ce système, est-ce que les associations d'usagers payaient l'eau à l'État ou pas? Oui, il y avait des redevances, quelques redevances, mais ce n'était pas très important, qui étaient remis à l'État. Donc, mais avec l'opérateur privé, ce qui est versé par l'opérateur privé, en tout cas, en théorie, ça doit être beaucoup plus important. Mais malheureusement, le taux de recouvrement est encore à 50% ou un peu en deçà. Donc, ça peine encore à être, cette redevance peine encore à être intégralement versée à l'État, en fait. Voilà. Vous avez parlé de la mauvaise qualité de service, enfin, du service assuré par les gestionnaires privés. En quoi ça se manifeste, ça? Ouais, c'est plus les acteurs qui ont parlé de ça. Donc, ça revient dans les discours et aussi dans le rapport d'évaluation de la réforme de l'hydraulique rurale. Donc, le service, quand on parle de qualité de service dans le cadre de la gouvernance, de la gestion d'un service public d'eau, c'est à la fois le dialogue entre l'opérateur privé et l'usager. Il n'y a pas ce dialogue-là. La communication aussi, l'information. Quand il doit y avoir arrêt de distribution pour une panne ou pour une réparation quelconque, l'opérateur privé n'informe pas en amont les usagers, en fait. Donc là, c'est dans la qualité de service. La qualité de service, c'est aussi lié à la qualité de l'eau qui n'a pas été bien appréciée par les usagers, en tout cas, d'après les données de l'enquête. Donc tout ça, c'est des éléments en lien avec la qualité de service. C'est aussi le prix de l'eau, donc qui est devenu plus cher par rapport à la gestion précédente, donc au modèle de gestion précédent des services d'eau. Voilà. Bien, d'autres questions de précision peut-être? Oui. Alors, je tiens à remercier Alassane pour sa présentation et ainsi que Daniela. Daniela également. Euh, c'est une suggestion que je suis en train de faire. Je pense que l'un des défis auxquels le Sénégal fait face aujourd'hui, bon, c'est vrai que je n'ai pas vraiment fait dans le Sénégal, mais j'ai eu à faire un séjour pour moi où j'ai réussi à essayer de voir un certain nombre d'aspects.
Je pense que ce problème, ce auquel jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à trouver un consensus en termes de gestion, c'est parce que il y a cette politisation entre griffes dans tout ce qui se passe au Sénégal. Donc, ce qui fait que il y a ceux-là qui sont pour peut-être le président, ceux qui sont contre. Ouais. Et ce qui fait que si c'est un groupe ou bien bon, un autre qui vient pour essayer de gérer et qu'ils se rendent compte que leur intérêt n'est pas pris en compte ou bien c'est pas dans leur, c'est pas leur, disons, leur leader. Bien sûr. Donc, forcément, ils vont s'opposer, même si celui-là qui vient gérer essaie de faire du mieux pour les satisfaire. Ils trouveront toujours à dire. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect politique qui est en train de gangréner vraiment ce problème. Et il va falloir aller encore plus loin pour essayer de capter ça dans votre analyse. Effectivement, parce que c'est un sujet qui est assez complexe. Là, pour le moment, vous ne pouvez pas répondre. Ah ouais. Alors, non, pour donner la possibilité à notre collègue d'intervenir, je ne sais pas si Idrissou Mounpe Carré est connecté. Vous nous entendez? Oui, je me demandais si vous également, vous m'entendez là-bas. On vous entend très bien. Donc, Idrissou va présenter sa contribution qui s'intitule la brique de terre cuite au secours de la résilience territoriale en zone soudano-sahélienne camerounaise. Donc, le cas du département du Mayo soudanais. Donc, je vous invite, comme les autres, à essayer de limiter votre présentation à 20 minutes et on vous écoute. Très bien. Et donc, merci Daniela. Merci. Je veux dire merci à Madame Ghana. Merci à Daniela pour sa présentation, également à Alassane. Et j'imagine que c'est toujours pas évident de prendre la parole après des orateurs comme ceux qui m'ont précédé, mais j'espère que je vais m'essayer. Donc, j'ose croire que Jonathan va peut-être m'aider à dérouler les slides. Daniela. Pas la mienne. Mais il y a un décalage, donc il va falloir être patient et continuer votre intervention. Ça va venir. D'accord. Donc, je disais que ma présentation s'intitule, comme vous l'avez vu, la brique de terre cuite en zone soudano-sahélienne, quelle contribution à la résilience territoriale dans le département du Mayo-Danaï. Alors, c'est un aspect de mes travaux de thèse et également, c'est une thèse que je commençais en 2020, que je fais en co-tutelle entre l'Université de Maroc au Cameroun et l'Université de Liège. Et si on peut jeter un coup d'œil sur le plan. Donc, ma présentation va s'articuler sur 5 points, dans le contexte, les aspects méthodologiques, les résultats, la discussion qui en réalité représente plutôt les limites de la communication et une conclusion. Alors, en guise de contexte, je voudrais bien partir des faits observés depuis le milieu des années 60 par quelques auteurs, à peu près comme Neffin, qui relevaient déjà la question du logement en termes de défis et de déficits dans les pays subsahariens. Pour dire que même quelques décennies plus tard, dans les années 90, on aura constaté avec Antoine que les politiques d'ajustement et même la crise économique n'aura pas permis à ce que la situation change. Parce que même dans les années 90, la question du logement a toujours été posée en termes de crise. Et donc de là, on s'est bien rendu compte un peu plus proche de nous, la demande annuelle telle que présentée par Wale était dans les années 2012 estimée à environ 4 millions par an. Et dans ces projections,
il s'est rendu compte qu'on devrait atteindre les 5 millions par an en moyenne de demandes de logement dans les années 2020. J'imagine que ce qui serait probablement beaucoup plus dépassé aujourd'hui. Et toujours dans la même source, il a indiqué que d'ici 2030, on aurait probablement besoin de 3 milliards de logements pour des individus dans des pays en voie de développement. Et donc, à partir de ces données d'une façon globale, on revient au Cameroun, puis on se rendra compte que une étude faite en 2019 relevait déjà un besoin en termes de logement au Cameroun par an qui s'élevait pratiquement à 1,5 million de déficit. Et donc, au regard de ces réalités, on se rend compte que non seulement la question de la crise de logement se pose dans les villes, mais elle n'est pas tout à fait aussi réglée dans la zone rurale. Or, notre communication va beaucoup plus s'intéresser ici à la zone rurale ou semi-urbaine. Parce que pour le dire, la zone soudano-sahélienne du Cameroun couvre environ 2 régions, la région de l'extrême nord et la région du nord. Et le département du Mayo-Danaï que nous présentons, dans lequel nous travaillons, est aujourd'hui plutôt un département de la région de l'extrême nord. Alors, cette région qui a souvent été ou connu des incursions de Boko Haram. Alors, partant donc de la question du logement qui n'est pas aussi tout à fait réglée ni en ville ni en campagne, on se rend bien compte que la politique de logement ou la politique de l'habitat de manière beaucoup plus générale au Cameroun a un ancrage essentiellement urbain. Pourtant, lorsqu'on se rend compte que dans la région de l'extrême nord, par exemple, elle fait face, et notamment dans la zone où nous travaillons, à des inondations qui effectivement fragilisent l'habitation, aux termites, aux incursions de Boko Haram. Et il faut dire ici que les incursions de Boko Haram n'affectent pas directement peut-être le département dans lequel nous travaillons, parce que c'est un département où généralement les habitations n'ont pas été rasées, comme on dit, entre guillemets, ou détruites par les incursions de la secte islamiste Boko Haram, mais seulement par effet de mouvement interne. C'est une zone ou un département qui est parfois amené à recevoir de fortes pressions de déplacés internes, ce qui pose également là-bas un sérieux problème de demande en logement. Et si on va un peu au-delà de cette zone de façon générale dans les villes camerounaises, on va constater que l'actualité est parfois couverte par des éboulements de terrain ou des effondrements d'immeubles. Tout ça pour montrer en gros comment et en quoi la question du logement peut être préoccupante dans un pays comme celui du Cameroun. Et donc, face à toute cette situation, l'accès au ciment, qui est peut-être le principal matériau de construction généralement sollicité dans notre contexte, est bien noté. C'est que la politique publique de l'habitat n'arrive pas à réguler ce secteur au point où elle vit essentiellement des pénuries ou des spéculations, notamment dans cette zone soudano-sahélienne où nous travaillons, où une usine de ciment est effectivement implantée, mais qui produit davantage du ciment qui est vendu, on va dire entre guillemets, dans le marché noir, plutôt au pays voisin qui est le Tchad. Donc tout ceci pour montrer les ingrédients qui sont mis ensemble afin de rendre un peu plus critique la question du logement. Et donc, du coup, dans ce contexte, nous pensons que la brique de terre devient une alternative à la crise locale du logement. Mais au-delà, la question que nous nous posons, à laquelle nous aimerions bien répondre dans cette communication, était donc celle de savoir comment et en quoi la brique de terre cuite
contribue-t-elle à l'accès au logement tout en renforçant la résilience territoriale? Et pour y répondre, nous avons privilégié trois pistes. C'est-à-dire, la première piste, c'est de montrer à partir d'un certain nombre d'acteurs mobilisés que la politique de l'habitat a un ancrage urbain et laissant probablement le milieu rural pour laisser comme un laisser pour compte. Déjà que c'est une politique aussi inopérante en zone urbaine, on le verra. Le deuxième point, c'est de montrer qu'effectivement, la brique de terre, de façon générale, ou la brique de terre cuite, structure une forme d'économie sociale et solidaire. Nous allons essayer d'y revenir plus tard. Et de montrer qu'enfin, la brique de terre jugule ou atténue les contraintes écologiques et climatiques. De notre point de vue, c'est à partir de ces deux derniers points que nous essayons de montrer comment, à partir de la brique de terre, ce territoire peut se voir ou peut renforcer sa résilience. Alors, comme aspect méthodologique, nous avons mobilisé beaucoup plus l'approche qualitative, comme c'est le cas dans nos travaux de thèse, et un corpus de 21 entretiens compréhensifs a été mené à cet effet. Et nous avons également fait beaucoup plus usage de l'observation participante et après les retranscriptions, le traitement par analyse de contenu a été effectué sur le matériau. Sur le plan théorique, nous avons privilégié l'approche de la socio-anthropologie développée par Olivier de Sadan, Salvador et Bouvier, et pour beaucoup plus essayer à partir de ces approches une immersion sur le terrain. Maintenant, en termes de résultats, vous allez bien vous rendre compte que alors, la photo à ma gauche, voilà, je voudrais aller avec vous. Voilà, c'est bon. Donc, la photo de gauche, c'est moi également dans une espèce d'observation participante en train de pétrir l'argile, qui est la matière première de fabrication de la brique, d'abord de l'adobe et après qui est cuite pour donner la brique de terre cuite. Plus bas, je suis juste en train de mouler. Donc, ça, c'est les observations. Ça, c'est les observations de mai 2023. Alors, à droite, je suis dans un chantier avec des ouvriers et nous transportons là une dallette qui doit être posée sur une fosse pour faire office de latrine. Donc, nous sommes là dans un chantier. On va revenir peut-être sur ce chantier un peu plus bas. Prochain slide peut-être. OK. Ah, c'est vrai, ça claque. Bon. Dans la prochaine slide, vous verrez qu'effectivement, voilà. Non, ça traîne. Bon, je vais aller avec ce que j'ai devant moi ici. Vous allez certainement suivre par la suite. Donc, je présente ici un aperçu des sites de production de briques de terre. Et là, effectivement, voilà des briques à ma gauche qui sont en train d'être produites, donc moulées. Les adobes qui sont en train d'être moulés par des jeunes. Plus bas, vous verrez, c'est des combustibles. Donc, le bois sert de combustible pour la cuisson de ces briques. Ce qui pourrait évidemment poser beaucoup d'autres problèmes d'ordre environnemental, peut-être sur lesquels je reviendrai en fin de présentation. À droite également, vous voyez, c'est plus bas, ce sont les bousses de bœuf qui généralement aussi sont utilisées pour la cuisson de la brique de terre cuite lorsqu'elle n'est pas accompagnée par les noix de rognier
que vous pouvez voir dans la prochaine image, prochaine slide, donc où, évidemment, on a un four en cours de montage. Ce four en cours de montage, à droite, juste en contrebas, ce sont des noix de rognier que vous voyez qui sont données au sol. Et à droite, vous verrez donc un four nomade, comme ça qu'on peut l'appeler, en pleine cuisson. Donc, c'est du bois avec d'autres combustibles qu'on a mis pour cuire ces briques. Prochain slide. Après, je rentre dans ce qu'on peut appeler ici les usages ou quelques usages de la brique de terre cuite. Et vous verrez bien que sur cette image, on utilise la brique de terre cuite pour construire les fosses septiques. Et donc, à côté, il y a, on va dire, une maison qui est construite dans une forme d'espèce de ce que j'ose appeler l'hybridisme architectural. Mais ici, l'idée, c'est de montrer que au-delà de l'idée souvent partagée qui laisse croire que la brique de terre cuite reste beaucoup plus dans l'architecture traditionnelle, un peu comme on voit plus haut avec les cases. Donc, il y a beaucoup d'autres usages qui peuvent en être faits. Et c'est également le cas pour la photo qui suit, où il y a à gauche toute une école privée confessionnelle qui a été construite à base de la brique de terre cuite et donc des parpaings, donc dans une forme toujours d'espèce de dans une espèce de d'hybridisme architectural, comme on peut voir. Et à droite, c'est une église, l'église des missionnaires américains qui se sont installés dans la capitale départementale du Mayo-Dana, qui est Yagua, dans les années 72, et qui, selon les informations, sont même ceux qui auraient importé cette technique de fabrication de la brique dans cette zone. Donc, la dernière image ici, c'est évidemment celle de deux hôtels, l'un en construction, l'autre qui est complètement fini. À ma droite, c'est un hôtel, ça s'appelle l'hôtel Sentinelle à Yagua. Effectivement, vous y êtes. L'hôtel Sentinelle à Yagua, à ma droite. Vous verrez que là, la brique de terre est utilisée ici pour son aspect esthétique. Donc, la façade a été habillée en brique de terre. Et à gauche, c'est un immeuble de R+3 qui devrait abriter un hôtel et de 48 chambres, d'après ce que le promoteur nous a dit. Et évidemment, construite entièrement en brique de terre cuite. Donc, nous montrons ces images tout simplement pour essayer de revenir sur le poids de la brique de terre cuite peut-être dans cette zone. Prochain slide. Alors, et après ces images, nous revenons probablement sur ce que nous osons appeler les faiblesses de la politique de logement au Cameroun à partir de son ancrage urbain. Pour dire qu'en réalité, il y a le ministère de l'Habitat et du Développement urbain au Cameroun créé depuis 1982, mais qui a eu pas mal de mutations, mais juste en termes de dénomination. Mais le fond est resté le même, parce qu'à chaque fois, c'est un ministère qui devrait davantage s'occuper du développement des villes. Et donc, à partir de là, on comprend concrètement que on va dire, sa mission principale est dédiée au développement de la ville, laissant aussi de côté la zone rurale. Après, nous avons la Société immobilière du Cameroun qui est juste ici. Maintenant, ce sont des piliers, si vous voulez, ou les acteurs qui accompagnent le ministère dans sa mission. La Société immobilière du Cameroun, créée depuis 1952, jusqu'aujourd'hui intervient dans 9 villes du Cameroun, soit 6 capitales régionales et 3 villes secondaires. Et on se rendra bien compte que
Finalement, dans les discours, on veut nous faire croire que c'est une structure qui est censée travailler sur tout le territoire national, mais que non. Finalement, il y a ce cantonnage dans les villes. Après, on a la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, mais tout simplement, ce que chacun peut regarder sur leur site, c'est le résumé que j'ai pris à tout hasard comme ça, qui nous indique bien que c'est un instrument de l'État qui a produit plus de 60 000 parcelles et aménagé des espaces abritant aujourd'hui près de 2 millions de citadins dans 15 villes du pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, bien que ce soit une structure qui est censée également s'intéresser à la zone rurale, mais que son action est beaucoup plus toujours focalisée en zone urbaine. Le crédit foncier, évidemment, le crédit foncier, c'est une banque qui, normalement, vit des retenues salariales des fonctionnaires du Cameroun et qui devrait certainement faciliter l'accès au logement, mais qui travaille généralement avec la Maïtu et la SIC, alors qui ont un ancrage urbain. Donc, il va de soi que ces actions sont fatalement concentrées en zone urbaine et la zone rurale restant toujours laissée pour compte. La Mipromalo, oui, c'est la mission de promotion des matériaux locaux créée en 1990 qui, malheureusement, en notre sens, aujourd'hui, nous pensons que les raisons qui ont justifié sa création sont encore d'actualité parce que les, la Micromalo produit les briques stabilisées, mais ces briques stabilisées sont non seulement pas connues du grand public, mais également elles sont réservées à une certaine élite parce qu'elles ne coûtent pas moins cher. Et du coup, on pense que ce sont des politiques pour toutes ces raisons que nous venons d'évoquer. Ce sont des actions qui nous semblent ou qui rendent cette politique de l'habitat beaucoup plus inopérante. Après, nous pensons également que la brique de terre cuite peut constituer le socle d'une économie sociale et solidaire. J'allais dire dans le maillot d'Anaï, pas seulement à Dacheka, dans le maillot d'Anaï. Et évidemment, nous partons de 2 ou 3 principes. C'est que, premièrement, les enfants ou les élèves se servent de la brique de terre cuite pour financer leur scolarité. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, les enfants qui produisent la brique de terre cuite peuvent le faire sur leur propre initiative et revendre aux aînés qui peuvent les cuire à ce moment et revendre plus cher. Mais quand l'adobe est vendu à celui qui doit cuire pour revendre, l'adobe revient à 10 francs CFA au Cameroun et celui qui finit par cuire peut revendre à 40 ou 50 francs. Maintenant, il y a également des possibilités que c'est lui ou ceux qui se sentent capables de faire cuire ces briques fassent la demande auprès des cadets qui peuvent les produire pour eux et ils les achètent pour les cuire et revendre. L'autre chose ici, c'est que la brique de terre cuite, parce que finalement et fatalement, on va dire, c'est une ressource qui ne mobilise peut-être pas, qui ne demande pas un capital. Donc, on va vous dire qu'avec une pelle ou une roue, avec une pioche, avec de l'eau, on a commencé cette activité. Donc, du coup, dans une zone où les activités génératrices de revenus se font de plus en plus rares, les gens sont portés vers la production de la brique de terre cuite. Et après, l'argent issu de cette activité peut être réinvesti peut-être dans l'élevage en achetant quelques têtes de bovins ou de moutons pour élever ou de la volaille ou dans l'agriculture avec l'achat des intrants. C'est à ce niveau, c'est pour cette raison que nous pensons que la brique de terre cuite également structure une forme d'économie sociale et solidaire dans la zone. Alors, pour terminer... Si je peux me permettre, vous avez dépassé le temps qui
qui vous est dédié. Donc, est-ce que vous pouvez passer à la conclusion? Oui, j'ai fini. Donc, le dernier point portait sur la brique de terre et sa contribution à la résilience territoriale. Et là, nous voudrions juste ressortir l'idée de s'adapter aux inondations, l'idée de s'adapter aux attaques des termites et l'idée d'isolation thermique dont constitue la brique de terre cuite. Alors, pour dire que en termes de conclusion, j'allais dire que dans la partie discussion, il y a beaucoup d'autres problématiques qui auraient pu être soulevées, mais dans une seule communication, ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que nous pensons que cette réflexion nous a plutôt ouvert beaucoup d'autres pistes de recherche à venir. Mais en termes de conclusion, nous pensons qu'effectivement, la brique de terre cuite est une source de revenus pour différentes couches sociales. Dans un environnement capricieux et face aux difficultés de logement, cette brique de terre se présente comme une réponse aux ménages. Elle domine la structure architecturale du fait, pourrait-on dire, de l'accessibilité de l'argile, mais aussi des contraintes écologiques locales auxquelles elle s'adapte mieux. Ainsi, une économie sociale et solidaire se structure autour d'elle en même temps qu'elle contribue à la résilience territoriale. Je vous remercie en espérant n'avoir pas... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de précision à adresser à Idrissou? Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces présentations, très très stimulantes pour penser en fait de manière critique la notion de résilience. Là, on l'a vu, même si cette notion, la réflexion autour de cette notion n'était pas le fil directeur des différentes présentations. Néanmoins, il y a quelques pistes. Bon, Daniela l'a utilisé, a utilisé le terme dans trois sens différents, à la fois comme renvoyant à une capacité de s'organiser collectivement, comme résistance aussi à la mise en œuvre de politiques étatiques, ou comme capacité de survie. Faisant suite à des bouleversements politiques majeurs. Alassane, je pense que tu l'as utilisé aussi comme capacité de mobilisation et de résistance aussi à des politiques étatiques cherchant à instaurer la privatisation de la gestion de l'eau. Et Idrissou également, il me semble, suggère que la résilience pourrait être aussi, pourrait renvoyer également à la mise en œuvre ou à l'émergence aussi de modèles alternatifs d'organisation de communautés rurales pour répondre aussi à des situations de crise, en particulier la crise du logement. Alors, est-ce qu'il y a des réactions de votre part concernant ce débat que suscitent justement les présentations qui ont été faites durant cet atelier? Ou alors de la part des organisateurs également. Une sorte de marche arrière, si j'ai bien compris, du gouvernement sur cette réforme. Ça a été mis en place. J'imagine que mettre en place une réforme et ensuite de l'enlever, surtout avec la privatisation de l'eau, de ressources, c'est quoi le plan du gouvernement ou qu'est-ce qui est prévu à long terme, au moyen et long terme pour les populations? Parce que tu as dit qu'il y en avait 6 sur 8 qui avaient été délégués.
En fait, ça n'a pas été enlevé, la réforme, ça a été juste suspendu. Donc, le temps de l'évaluer un peu, de voir pourquoi il y a ces crispations-là et de trouver également des solutions alternatives. Donc, la solution principale qui a été mise en avant dans le cadre du rapport d'évaluation de cette réforme-là, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les comités locaux de suivi des délégations de services publics au niveau des différents arrondissements du Sénégal, donc ce qui devait permettre d'impliquer plus encore les usagers dans le cadre de la gouvernance de ces services-là. Mais malheureusement, ces comités locaux-là n'ont pas encore été mis en place. Donc, le comité test qui devait être mis en place, ça devait être au niveau de Saint-Louis, donc de la région de Saint-Louis au nord du Sénégal. Mais jusqu'à présent, c'est un processus qui est toujours en cours. Ça avait été bien démarré avec l'ancien directeur de l'Office des forages ruraux, donc autorité étatique. Avec le changement de directeur de cet office-là, les discussions ont été suspendues également, donc pour la mise en place de ce comité-là. Et là, ça a repris, je pense, il y a une semaine de cela, pour la mise en œuvre de ce premier comité. Il y a beaucoup d'autres comités plutôt qui doivent être installés pour un peu apaiser la tension, les mobilisations citoyennes, mais ce premier comité-là déjà n'a pas encore été installé. Donc, il faut dire que la réforme, elle n'a pas été enlevée, c'est juste une pause marquée, un recul, entre guillemets, stratégique peut-être du gouvernement. Donc, pour pouvoir évaluer un peu, c'était en 2019. Et là, après cette évaluation-là, il y a 2 autres lots qui ont été délégués, ce qui fait au total 6 lots sur 8 lots qui ont été délégués. Donc, l'État actuellement continue la mise en place de cette réforme-là, malgré les mobilisations citoyennes. Ouais. Oui. 2024, c'est en février 2024, donc c'est bientôt. Oui, c'est important parce que c'est important, ouais, avec l'agenda politique, je pense, Diro l'a tout à l'heure souligné, parce que dans les milieux ruraux aussi, c'est des hauts lieux d'expression politique, hein. Il y a beaucoup d'enjeux derrière politique. D'ailleurs, dans le cadre de la zone de délégation de Saint-Louis qui est gérée par la société d'équipement et d'ouvrage hydraulique, CO, donc l'opérateur privé, c'est un Hollandais plus des capitaux sénégalais. La semaine dernière, donc juste avant de venir, j'étais sur le terrain, j'ai échangé avec un ancien membre d'association d'usagers de forage et il m'a dit, figurez-vous que la première dame serait actionnaire dans cette société-là. Voilà. J'utilise le conditionnel parce que c'est des propos c'est ces affirmations en fait. Et ça, c'est difficilement vérifiable, d'autant plus que les contrats de délégation sont estampillés du sceau de la confidentialité en fait. Donc, il y a eu des délégations de services publics, mais les contrats ne sont pas publics. Okay. Donc, ça aussi, c'est un souci dans le cadre de cette nouvelle réforme-là, alors que, en principe, dans le cadre de la gestion d'un service dit public, c'est des contrats qui doivent être rendus publics et accessibles aux usagers et aux citoyens, même aux chercheurs comme nous. Nous, on n'a pas accès à ça, vu qu'on nous dit que c'est des contrats qui sont confidentiels. On ne sait pas qui sont les acteurs sénégalais qui ont des parts dans ces sociétés-là. Et donc, c'est difficilement vérifiable de savoir effectivement si la première dame ou son frère ont des parts effectivement dans ces sociétés privées-là. Oui, Charlie. Oui, dans la continuité de cette discussion par rapport à cette connexion entre les enjeux sociaux, soit des questions sociopolitiques ou des agendas politiques. Oui. C'était pas ton entrée de regarder un peu, d'interroger la localisation de ces mobilisations, leur dynamique d'expansion dans l'espace et dans le temps. Oui. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Enfin, tu vois, tu nous as montré la carte avec deux groupements de... Donc, est-ce que tu as des éléments plus de nature sociopolitique ou territoriale qui expliquent les mobilisations? Oui, en fait, là, c'est une question que je suis en train d'investir de plus en plus parce que j'ai choisi, en fait, ces 3 localités-là. Donc, dans la zone nord, donc, il y a moins de mobilisation citoyenne, donc, au niveau de cette zone-là. Par contre, dans la zone centre-ouest à Thiès-Diourbel, il y a beaucoup plus de mobilisation citoyenne. C'est d'ailleurs ces populations-là qui ont réussi à récupérer 80% des forages, donc qui étaient délégués à l'opérateur privé. Donc, l'une des grandes questions de cette recherche-là, c'est également d'essayer de voir, dans une perspective comparative, ces différents, l'implémentation de l'action publique qui est la réforme dans la zone nord et dans la zone
centre-ouest et pourquoi il y a eu par ici des mobilisations citoyennes et dans l'autre zone, il y a eu quelques mobilisations citoyennes, mais pas aussi virulentes que dans la zone Thiès-Diourbel. Pour le moment, quelques éléments de réponse que j'ai, c'est par rapport aux opérateurs, parce que les opérateurs sont différents. Donc, pour la zone Thiès-Diourbel, l'opérateur privé qui est là-bas a une gestion beaucoup plus, entre guillemets, désastreuse, mauvaise, en tout cas de l'avis des usagers, mais aussi selon le rapport d'évaluation de la réforme. Donc, ceux qui gèrent mieux le service d'eau, c'est au niveau de la zone nord, donc de l'opérateur CO, donc qui se trouve au niveau de la zone nord. Ça encore, c'est à vérifier sur le terrain. C'est relevé par le rapport d'évaluation de la réforme. C'est peut-être un des éléments qui font que, en réalité, il y a des mobilisations plus au niveau de Thiès-Diourbel parce qu'il y a une gestion catastrophique, entre guillemets, par l'opérateur qui est présent là-bas. Alors que dans la zone nord, la gestion elle est plutôt bonne par le nouvel opérateur qui a été installé. Mais encore, c'est à vérifier. C'est juste une hypothèse de travail. Donc, il faudra encore aller sur le terrain, faire encore des recherches et tout pour pouvoir déceler ce qu'il en est réellement. Oui, allez-y. C'est également une question un peu pour Alassane, mais on va partager aussi un questionnement. Puisque la question de la résilience, je me demandais si... Donc là, on présente effectivement tout le mouvement social de contestation, mais est-ce qu'on finalement, pour qu'on soit dans la résilience, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on aille un peu plus loin que ce mouvement de contestation? On n'a pas encore mis en place les comités de suivi, mais est-ce qu'on aussi à ce mouvement social de se transformer et de prendre aussi un peu les devants pour essayer d'exiger de l'information, pouvoir finalement faire cette veille citoyenne? Est-ce que si on doit être dans la résilience, est-ce que ça ne doit pas aller jusque-là? Est-ce que le mouvement de contestation ne doit pas se transformer et être aussi proactif sans attendre que ce soit l'État qui finalement donne une place? Ouais, il y a aussi des questions en ligne et je ne sais pas, on va peut-être pas trop tarder. Donc, s'il y a d'autres questions pour d'autres personnes aussi, peut-être. Peut-être on peut. Enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai pas accès aux questions en ligne. Peut-être vous pouvez les présenter. Jean-Yves Briard qui va aussi présenter dans ces journées, qui demande donc pour Alassane quelle alternative si l'eau est coupée pour les ménages. Est-ce que par exemple il y a l'alternative des puits? Si oui, dans ce cas, qui va puiser, hommes, femmes, enfants? Et dans le cas des privés, des tentatives de fraude, comme des branchements sauvages, par exemple. Et quelles ont été les réponses? Moi, j'avais aussi une remarque, mais qui est plus globale. Par rapport à la discussion que vous avez faite après les 3 présentations, moi, je suis dans le comité d'organisation, je ne travaille pas du tout sur la résilience à la base. Et du coup, ça a été vraiment très riche pour moi jusqu'à présent ces journées. Et il me semble qu'il y a vraiment des personnes qui travaillaient avec cette notion et d'autres qui n'y travaillaient pas forcément de manière, peut-être avant d'avoir vu l'appel ou avant d'avoir... Voilà. Et je trouve qu'en fait, ces discussions, elles fonctionnent bien. Et notamment, ce qui a aussi été dit dans la plénière d'ouverture, c'était la question aussi de peut-être repolitiser des champs, parce que la résilience, parfois, comme un mot-clé de l'aide, un slogan peut complètement dépolitiser. Et je trouve que du coup, dans leur champ spécifique, autant sur la question du logement à travers la prise de terre cuite, que des questions de ressources d'eau et des questions paysannes, et aussi avec la repentir de Michael Chavez. Et sur les organisations paysannes, il y a vraiment cette notion en fait, d'organisation politique en fait, qui à mon avis, je trouvais ça très intéressant d'avoir vos présentations à vous tous et toutes, et je trouve que ce lien il est très riche, donc voilà, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Donc, pour répondre à la question d'Emmanuel rapidement par rapport à ça, donc il faut dire que les mouvements de population sont allés au-delà de ces simples manifestations. Comme je l'ai dit, peut-être dans la zone nord, il n'y a pas eu cela, mais dans la zone Thiès-Diourbel, il y a eu la constitution de ce mouvement-là, Aquatec Dégage. Donc, il y a ce mouvement qui s'est vraiment constitué avec un porte-parole, un chargé de communication. Donc là, il n'y a pas eu de formalisation, mais c'est de façon spontanée que ce mouvement s'est organisé, donc depuis un certain temps, a réussi à reprendre la gestion des forages, donc de 80% des forages là. Donc, ils font de la reddition des comptes également. Si vous checkez sur YouTube, Mouvement Aquatec Dégage, vous verrez qu'ils appellent souvent la presse dans le cadre de rencontres pour faire la reddition des comptes, donc sur la gestion des forages. Ce que l'opérateur privé ne fait pas, en fait, il n'y a pas de... C'est aussi un des points
de désaccord entre les anciens membres de GIFOR et l'opérateur privé. L'opérateur privé ne fait pas de reddition de compte à l'endroit des usagers, mais uniquement à l'endroit de l'État, en fait, directement. Alors que là, avec le mouvement Aquatec Dégage qui a repris la gestion des forages au niveau de cette localité-là, il y a très régulièrement des assemblées qui sont organisées. On mobilise la presse pour une couverture médiatique et dire un peu l'état de gestion, où est-ce que nous en sommes par rapport à la gestion, qu'est-ce qu'on a récolté en termes d'argent, etc. Donc, ils sont allés au-delà de cette mobilisation-là qui leur a permis de récupérer le forage. Et donc, ils sont aujourd'hui dans une logique vraiment d'installation, d'ancrer ce système de gestion-là et de résister face à toute tentative de l'État de pouvoir récupérer ça, même si après, derrière, il y a des autorités étatiques comme le préfet ou le gouverneur qui font souvent des sorties médiatiques pour dire que la GIFOR qui gère le forage ne gère pas bien, la qualité d'eau n'est pas bonne, etc. Donc, pour essayer de peindre ça en noir et d'appeler les populations à être avec l'État et non à être avec ces GIFOR-là. Donc, leur disant que c'est une réforme qui va leur permettre d'avoir une bonne qualité d'eau potable, une bonne qualité de service. Mais malgré tout, en tout cas, la population, elle reste avec l'ASUFOR-là, donc qui leur appartient, donc c'est des gens de leur communauté, donc ils sont beaucoup plus favorables à cet ASUFOR-là qu'à un opérateur privé, en fait. Donc ils sont allés au-delà de cela. Donc, par rapport à la question en ligne sur les alternatives, il y a effectivement les puits dans les milieux ruraux. En cas d'arrêt de distribution, il y a les puits. Dans la zone nord où les villages certains villages qui sont proches plutôt des eaux de surface, donc des fleuves, etc., on utilise comme alternative l'eau du fleuve. Même dans les villages où on a de l'eau potable, des robinets, où le service fonctionne bien, il faut dire que les usagers vont au niveau du fleuve pour puiser de l'eau, en fait, parce qu'on ne peut pas... vu la situation complexe de pauvreté qu'ils vivent, en fait, ces habitants-là, ces villageois-là, donc on utilise souvent des sources alternatives. On utilise l'eau du robinet, donc l'eau qui est jugée potable, pour, par exemple, la cuisson, la boisson, et pour tout ce qui est vaisselle, linge, on va au niveau du fleuve, en fait. C'est dans une logique d'économie de la ressource qui est de la ressource eau et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de facture chère parce que souvent c'est assez compliqué de pouvoir payer ces factures-là. Donc il y a toujours cette alternative-là, que ce soit arrêt de distribution ou pas. Les populations font usage à la fois de l'eau du robinet et une autre source alternative, ça peut être le puits, ça peut être l'eau du fleuve et voilà. Je pense que effectivement, je pense qu'on a dépassé le temps là. Moi, j'ai pas il est 16h05. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces présentations qui, en fait, ont suscité pas mal de questions et aussi ouvert quelques pistes, il me semble, qui vont dans le sens peut-être de ce qu'a suggéré Emma, c'est repolitiser en fait cette notion de résilience, la resituer aussi historiquement, puisque voilà, et la mettre en lien aussi avec la mise en œuvre de politiques, de développement fortement influencées aussi par les bailleurs de fonds internationaux. Enfin, c'est assez frappant d'observer à quel point finalement ces modèles, qu'ils soient de gestion de l'eau ou de réforme agraire ou pour répondre à une crise de logement, en fait, sont tous les mêmes, quoi. Voilà. Et donc s'interroger également à il me semble, dans le sens dans le cadre de la privatisation de l'eau, comment mettre en œuvre des modèles de gestion de l'eau et privatiser des ressources dans des contextes politiques qui sont dominés en fait par la présence de régimes autoritaires où la corruption est effectivement très importante et qui fonctionne aussi selon des modèles de capitalisme de copinage.
Merci à vous tous et merci de m'avoir invité. Merci. Merci à vous pour vos remarques. Je vais en profiter pour remercier Idrissou qui était malheureusement du coup à distance, alors que voilà, Alassane et Idrissou étaient aussi parmi les doctorants qui avaient obtenu donc, le soutien des doctorats, qui avaient été choisis parmi 30 dossiers, etc., pour venir voilà, croiser ses regards en personne aussi. C'est malheureusement un peu dégradé sur les conditions de participation à cause de questions administratives et de visas. Oui. Voilà, de nouveau, et saluer voilà, votre participation malgré la distance. Donc, on espère que ça sera riche. On vous met aussi en contact pour prolonger les échanges. Et donc là, vous avez une pause café, mais ça risque peut-être de faire un peu court, puisqu'il y a une autre session, éventuellement pour ceux qui seraient intéressés ici, à moitié aussi en ligne avec Jean-Yves qui est en Côte d'Ivoire. Donc la session commencera à 16h30 ici, la résilience au crible des rapports sociaux de genre et d'orientation. Et puis il y a aussi une session tout à l'heure à 16h30 en salle 100, celle sur les populations à l'époque de la crise du Covid. Merci. Oui, justement, je voulais rebondir sur la question du contexte historique politique finalement, parce que je trouve que c'est là que le concept se modifie en fait. On parlait de résilience dans une dictature, c'est pas pareil à une résilience en milieu démocratique. La question l'a posée, pourquoi ils ne se mobilisent pas, pourquoi ils organisent